2 mots sur Plantécité. C'est un centre technique sur les espaces verts et la nature en ville. On est une association composée de collectivités territoriales, d'entreprises, de bureaux d'études, de centres de recherche, d'établissements d'enseignement technique. J'ai repéré plusieurs administrateurs. Il y a Bertrand Martin pour Rennes Métropole, Pierre Herry pour Orléans, Erwan Baron, je l'ai aperçu aussi, je ne l'ai pas encore salué, qui représente Verdir. Bref, c'est une association qui est composée de nombreuses personnalités dynamiques qui font plein de choses et certains se retrouvent évidemment ici. Alors j'interviens sur la séquence perspective, donc il y a effectivement quelques éléments à faire ressortir. Déjà, notre vocation à Plantécité, elle est de produire et de partager des connaissances, donc il se trouve qu'on a quand même un point commun, c'est celui-ci qui me semble assez notoire. Les sujets sur lesquels on travaille, c'est des sujets que vous connaissez, des sujets qui sont des problématiques que vous rencontrez dans vos métiers, et notamment sur les questions autour du choix des végétaux, de l'adaptation des végétaux face au changement climatique. Il se trouve que ces dernières années, on a travaillé dans le cadre d'un programme d'études qui s'appelle AVEC, sur l'adaptation des végétaux au climat de demain, une étude qu'on a pu réaliser avec l'appui de l'ADEME et du CEREMA. Et pendant les 2 dernières années, on a étudié à l'échelle des taxons, à l'échelle des taxons, des cultivars, des variétés, des espèces, quelles étaient les caractéristiques, leur potentiel d'adaptation aux conditions chaudes et sèches et leur potentiel de rafraîchissement et de séquestration carbone. Tout ça, on l'a pu le faire. En fait, Plantécité, ce n'est pas un centre de recherche. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est d'aller identifier des références scientifiques, des bases de données internationales sur ces traits, sur les niches bioclimatiques, sur les végétaux qui avaient été identifiés. Donc on a fait avec le matériau scientifique qui existait. Donc on est heureux de présenter dans les prochains jours des éléments nouveaux qui nous ont permis, qui permettront de valoriser ce travail, parce qu'il existe des références, des ressources, et on a pu produire des critères et des indicateurs. Néanmoins, les bases de données, on a pu faire le constat qu'elles étaient quand même assez lacunaires, et encore plus lacunaires sur certains taxons peu étudiés, les végétaux horticoles, les arbustes et les plantes grimpantes. Donc tout ça nous amène à nous dire qu'il faut, pour poursuivre ce travail, il faudrait pouvoir disposer de nouvelles données et même les acquérir par des mesures expérimentales sur du patrimoine existant. Donc c'est là où effectivement travailler avec des arboretums, avec des arboretas, des réseaux, ce serait intéressant pour pouvoir déployer une méthode d'acquisition uniforme et qui nous permette après de reconstituer ces jeux de données manquants pour à nouveau produire des indicateurs, des critères et des indicateurs qui sont ceux qu'on veut valoriser pour accompagner les professionnels au choix des végétaux face à ces enjeux de changement climatique. Autre sujet, on a aussi travaillé dans le cadre d'une étude, le programme AMAR, pour apprendre de la mortalité des arbres en milieu urbain. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui bénéficie du soutien de l'interprofession Valor, un sujet qu'on travaille avec l'Institut technique Astre d'Or. L'idée, c'est de pouvoir identifier les facteurs de dépérissement des arbres en milieu urbain. Donc il y a effectivement les effets du changement climatique, mais pas seulement. Il y a aussi les conditions de plantation, d'entretien, de gestion au cours de leur vie. Et donc on a travaillé plutôt par des retours d'expérience. Il va y avoir des protocoles de terrain qui vont se lancer pour pouvoir étudier plus finement des situations de mortalité et puis essayer de comprendre. Il y a un volet expérimental qui est mené par l'Institut Astre d'Or en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors tout ça, ce sera très instructif, mais évidemment, ce qu'on pressent, c'est que tous ces suivis expérimentaux, ils seront forcément limités dans le temps. C'est aussi le temps des programmes de recherche, c'est quelques années. 5 ans, c'est beaucoup quand on y arrive, mais parfois c'est moins. Et puis 5 ans, ça reste de toute façon peu pour observer aussi les choses sur un temps long où on a besoin de retours d'expérience, d'accidents climatiques aussi pour comprendre, ou en tout cas de se nourrir de ce qui se passe de la vie des arbres en milieu urbain. Et donc on aura aussi besoin de lieux pour observer et mettre en œuvre ce suivi à long terme sur une grande diversité de taxons et pas simplement sur quelques plantes modèles qui pourraient être monitorées. Donc là aussi, l'éco, ces besoins de diversité, on le retrouve bien présent sur l'arboretum de la Petite Loiterie. Et puis il y a un autre sujet qui a été évoqué justement par Jacques juste avant, c'est de pouvoir caractériser les végétaux au regard du besoin de l'entomofaune. Ça a été dit juste avant. Et là, c'est un programme qu'on est en train de monter, le programme Entomoflore. L'idée, ce sera
dans un premier temps, de regarder les critères, ce qu'on veut vraiment regarder. Est-ce qu'il existe des bases de données internationales sur lesquelles on pourrait recueillir des informations, mais que ce soit fait à l'échelle taxonomique. Et donc là, on pressent aussi qu'on aura les mêmes lacunes, des groupes taxonomiques peu étudiés, des cultivars, des variétés peu étudiées. Et donc, ça renverra à nouveau à ce besoin de pouvoir compléter des connaissances par des observations à faire sur le terrain. Donc, on a évidemment pour nous en tête de pouvoir continuer ces travaux, mais avec une autre forme, en s'appuyant justement sur du patrimoine et avec des choses à construire encore, mais on a bien en tête ce qui peut se passer au sein de la petite loiterie. Et puis, je voulais juste terminer cette petite séquence pour vous dire que tout ce contenu, toutes ces connaissances, l'idée c'est de pouvoir bien sûr les valoriser et les rendre disponibles auprès de toutes celles et ceux qui se questionnent sur le choix des végétaux à travers l'outil qu'on a développé avec l'appui de Valor depuis de nombreuses années. C'est la base de données VGBase et c'est l'application accessible à tous Floriscope, qui est aujourd'hui un outil de référence pour accéder, pour trouver des végétaux et accéder à des données. À la fois, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'entrées taxonomiques, il y a beaucoup de données, il y a aussi beaucoup de vides, parce que c'est un travail qui est sans fin. Donc, on a déjà à cœur de vous le partager, de vous le faire savoir, et puis de vous dire que c'est ici que vous trouverez aussi toutes les données qu'on va produire dans les prochaines années, y compris les données du programme d'études avec. Voilà, et puis je voulais juste terminer pour remercier Annie et Jacques de leur très grande générosité. Je pense que ça a été dit, mais on ne le dira pas assez, pour tout ce que vous apportez finalement à tout notre écosystème. Et puis au cours de cette journée, vous faites preuve d'une très grande générosité, donc merci beaucoup pour ça. À propos de témoignages et de notions d'observatoire, on a évoqué Pierre Aversin qui est l'aspect phytopathologie. Donc Pierre va nous dire quelques mots. De mon point de vue de phytopathologiste, l'arboretum de la Petite Loiterie est une véritable mine d'informations. Le grand nombre de genres et d'espèces végétales plantées permet d'accueillir sur le site une très grande diversité de parasites et de ravageurs spécifiques à ces végétaux. C'est donc un observatoire riche et représentatif des cortèges parasitaires actuels sur notre territoire. Le faible nombre de représentants de chaque espèce végétale dans l'arboretum limite de fait tout risque épidémique. Pour chaque espèce végétale, plusieurs variétés ou cultivars sont fréquemment représentées. Et Jacques a su dénicher quelques raretés botaniques. Implantées le plus souvent les unes à côté des autres, il est alors aisé d'observer au cours de la saison de végétation des différences de sensibilité entre ces variétés. Au sein de l'arboretum, certains végétaux ne se trouvent pas dans des conditions édaphoclimatiques optimales. Affaiblis, fragilisés, peu vigoureux, ils sont alors sujets à des parasites et des ravageurs opportunistes. Diverses spirales du déclin peuvent ainsi être étudiées sur le site. De cet observatoire de la Petite Loiterie, de multiples informations sur les cortèges parasitaires et sur la sensibilité des hôtes sont collectées. Ces données de terrain peuvent être directement utilisables par les professionnels de l'arboriculture et notamment par ceux qui participent au choix des végétaux dans les projets de plantation. Je vous souhaite à tous une excellente journée, riche en découvertes et en échanges. Voilà, on aurait bien aimé que Pierre soit avec nous, mais voilà, c'était pas possible. Il est au moins présent avec cette vidéo. Alors, il y a une référence appuyée à l'arboretum de la Petite Loiterie, mais on peut étendre ça. Enfin, je pense que les arboretums, de façon générale, ont vraiment de l'intérêt par rapport à ce suivi des pathologies, ces comportements, et voilà, il faut pas l'oublier. Le fait d'avoir différentes variétés, des expressions de mutation en tous les cas, nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'étude des mécanismes de construction des tiges. Alors on n'a pas l'aspect racinaire très souvent accessible, bon, on ne va pas demander à Jacques et à Annie de faire des gros trous et d'enlever des arbres, mais sur pas mal de choses, on pourrait travailler aussi sur les aspects racinaires, mais la mycorhisation notamment.
qu'on peut observer entre les espèces sont riches d'enseignements. Alors, je ne sais pas si on va aller plus loin sur les porcs. Ouais. Ça, c'est le Gleditsia triacanthos, c'est le févier d'Amérique classique. Ça, c'est la variété Elegantissima, qui est un porc érigé, qui est beaucoup plus dense. Et ça, c'est Bugiotti, qui est le pleureur, entre guillemets. Donc, on a une même espèce avec des comportements très variables en fonction des taxons. Et alors, ces comportements-là sont liés à des angles de branchement, notamment, ou à des activations ou des maintiens d'activité des bourgeons basaux. Et ça, c'est des caractères qu'on étudie beaucoup en termes d'héritabilité au cours des descendances. Donc là, on a des exemples d'expressions très, très, très différentes. Donc on peut travailler aussi, après, pendant la récolte, on n'en a pas trop parlé, mais on peut utiliser aussi l'arboretum comme source de graines par un travail génétique, après, et puis faire des plantations. Donc ça, c'est des perspectives qui peuvent être intéressantes. Donc, dans ce qui a été dit sur les insectes tout à l'heure, il y a quelque chose qui était axé sur la pollinisation. Et en fait, il y a tout un travail par rapport au changement climatique de décalage des cycles qui ont été annoncés et qui vont amener aussi des mécanismes, comment les organismes, qu'ils soient insectes ou végétaux, vont arriver à compenser ces choses-là pour un but unique, c'est la reproduction. Et donc, par exemple, la part d'autofécondation de certaines espèces en déficit de pollinisation, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'au contraire il y a une raréfication de la fructification? Pareil pour les cycles des insectes qui vont essayer de rattraper ou pas. Et donc il y a pas mal d'études sur comment se débrouillent les insectes dans l'évolution du passage de la vie larvaire à l'état adulte et comment ces cycles-là s'ajustent ou pas. Donc il y a toute une étude sur la variabilité. Alors effectivement, ici, c'est un petit bonheur pour voir ces choses-là. Alors toujours lié au changement climatique, les arboretas, de manière générale. Alors je dirais la petite loterie peut avoir un avantage autre, et je vais détailler. J'ai pas vu pousser les arbres. Alors dans l'arboretum des Barres, il y en a qui sont beaucoup plus vieux que tous présents ici. On peut relire le passé. Ça, c'est toutes les méthodes qu'on a développées en architecture végétale pour retrouver une lecture du passé. Alors, il y a la lecture dendrochronologique classique où on fait les carottes. Alors, on n'est pas obligé de couper les arbres pour lire les cernes. Mais on a aussi une manière de voir les allongements successifs qui sont produits et donc les impacts de certaines années climatiques sur la croissance des végétaux. Alors ici, comme ils sont jeunes, c'est un peu plus facile pour remonter le temps. On a les dates de plantation aussi. Donc on sait à peu près l'état de la plante au moment où il a été mis en place et on peut retourner en arrière et surtout comparer au sein d'un même taxon l'effet d'une même condition climatique. Et ça, c'est très riche pour à la fois les plantations, mais aussi pour comprendre les réactions dans des écosystèmes naturels. Le dernier aspect, qui est à la fois le plus facile en termes de travail, mais le plus prenant en termes d'analyse et d'interprétation, c'est l'aspect évolution que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, on a une grande diversité de taxons, on a des grands groupes de familles, donc on a une grande capacité à voir dans ce qu'on appelle l'arbre de l'évolution, des arbres et des arbustes, en l'occurrence ici. On a même des petites herbacées qui traînent. Et on peut faire des prélèvements, ça c'est pour l'aspect purement génétique, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est étudier les caractères morphologiques de chacun de ces taxons. Alors, on a des indicateurs particuliers. Les formes foliaires en font partie, la phyllotaxie, la capacité à faire plusieurs phases d'allongement dans l'année, etc. La capacité à refaire du développement. Donc, là, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de la réitération, je crois que c'est Dominique dans son interview. Donc, ces petits caractères, on peut les attraper. Et puis on va les coller sur l'évolution qu'on connaît en termes génétiques et on va voir les caractères qui sont sélectionnés, comment ils sont séparés au cours du temps. Et donc ça nous donne des capacités à croiser avec la biogéographie, les aires d'origine géographique de ces espèces, et voir un petit peu comment les contraintes évolutives permettent ou non la régulation actuelle, ce qu'on appelle l'adaptabilité de l'espèce, au changement climatique. Et alors ça, c'est bien aussi parce qu'on a
différentes choses à regarder. Le passage, alors je vous ai parlé à arbre-arbuste, hein, le passage de certaines formes de croissance à d'autres formes de croissance au sein d'un même genre. Alors Cornus, on le verra peut-être cet après-midi, mais c'est très, très riche d'enseignements. Et comment ces formes de croissance sont capables de mieux résister, ou pas, à des grandes modifications de l'environnement. Donc voilà, c'est un lieu assez génial parce qu'on peut combiner les interactions plantes, organismes vivants. Je ne dis pas que animaux, parce qu'il y a aussi les champignons. Hein. Voilà, plantes et organismes vivants.